Salutationalisation et bienvenue dans la crypte du commandant, je suis votre hôte Azelrix et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'éclairage, on parle de couleurs. Les couleurs sont au nombre de 5 dans Magic the Gathering et si vous êtes comme moi, vous vous demandez souvent quelle est la couleur supérieure et non, on va pas le worder comme ça. Plus sérieusement, il y a 5 couleurs, 6 si tu comptes l'incolore et tu peux les combiner, faire n'importe quelle combinaison de 1 à 5 couleurs, ce qui te donne un potentiel de 32 combinaisons possibles pour définir l'identité colorimétrique de ton deck. 32, c'est beaucoup et ça augmente les chances que certains arrangements soient objectivement plus puissants que d'autres si on se base sur certains critères. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je crois que j'ai développé une méthode qui va nous permettre de déterminer c'est quoi le meilleur arrangement possible. Si je vous dis que j'ai établi une liste de critères nous permettant de déterminer quel est vraiment le meilleur arrangement de couleurs possible dans Magic, vous me direz sûrement que je suis cinglé, fou allié, ou peut-être auriez-vous d'autres arguments que je vous invite à partager en commentaire. D'ailleurs, on va faire un jeu sans avoir regardé la vidéo. Mettez-la sur pause et ensuite allez en commentaire et dites-moi des 32 combinaisons possibles, quelle est selon vous celle qui va arriver en numéro 1. Et tant qu'à être là, autant vous abonner, activer la cloche ainsi que laisser un like et un autre commentaire nous disant de quel autre sujet on devrait traiter. Vous pouvez aussi nous retrouver en description, là où vous avez un lien vers notre Instagram, vers notre Discord, si vous voulez un petit peu interagir avec moi, avoir des teasers sur les vidéos, voir sur quoi je travaille, et surtout vers notre Patreon, où vous pouvez donner quelques dollars pour me permettre de vivre de ma passion, tout simplement. Il y a différents tiers, ça va de simple shout-out à littéralement pouvoir choisir le sujet de certaines vidéos, et comme on est sur la chaîne Magic, je rappelle que je peux aussi améliorer un de vos decks, voire vous créer un deck de toutes pièces, le tout avec d'autres contreparties qui viennent avec ce tiers. Donc les couleurs, comment ça va fonctionner? C'est simple, je les ai toutes rangées dans un tableau Excel, là où je leur ai attribué une note. La note se basant sur 6 catégories venant principalement des monocolores qui la composent. J'ai commencé par regarder le nombre de decks jouables de chaque couleur individuelle sur EDHREC, leur donnant une note de 1 à 5. La couleur ayant la plus haute note, c'est la couleur qui a le plus de decks jouables et inversement. Par exemple, noir est la couleur qui a le plus de decks, donc chaque fois qu'un arrangement de couleurs va avoir du noir, eh bien, il va gagner 5 points pour cette catégorie. À l'inverse, vert, c'est la couleur qui avait le moins de deck. C'est donc la couleur qui va ne rapporter qu'un seul point dans cette catégorie. Ensuite, on va attribuer à chaque couleur un point pour chaque fois qu'elle est représentée sur une carte Game Changer. Par exemple, une carte rouge rapporte un point au rouge et une carte Dimir va rapporter un point au bleu et un point au noir. Et comme c'est pas une question de jouabilité mais plutôt de puissance, j'ai décidé de faire le choix très controversé, je l'admets, de faire exactement la même chose pour la banlist. Là où, dans les deux cas, les lands vont seulement rapporter un point à la couleur à laquelle ils rapportent du mana et les artefacts, ils vont simplement aller à l'incolore. J'ai ensuite regardé les 32 cartes les plus jouées du format et attribué un point à la couleur à chaque fois qu'elle est représentée dedans. Pourquoi 32? Parce qu'il y a 32 combinaisons de couleurs possibles. Et là, encore une fois, c'est le moment où je rappelle que s'il y a plusieurs couleurs sur la carte, elle va simplement rapporter un point à chaque couleur. Mais étonnamment, quand tu arrives dans les hauts tiers des staples, il y a très peu de multicolores. J'ai ensuite utilisé la même méthode pour les 32 commandants les plus joués du format sur les 2 dernières années et pour les 32 cartes avec le plus haut pourcentage d'inclusion. Donc, si vous vous demandez pourquoi une carte dans le Mardu ne rapporte pas de points directement au Mardu, mais plutôt un point au rouge, un point au noir et un point au blanc, c'est pour ça. Cette manière de procéder n'est peut-être pas la meilleure, mais elle a ses avantages. Le premier étant que oui, les cartes monocolores sont visiblement les plus jouées du format, mais ça veut pas dire que tu les joues que dans des decks monocolores. Une carte verte va venir rapporter beaucoup à du Simic ou à du Golgari par exemple. Et de deux, c'est tout simplement une question de logique. Si une carte est forte parce qu'elle est forte et pas seulement parce qu'elle ouvre la possibilité à d'autres synergies, c'est une carte qui va être forte dans un deck mono noir comme dans un deck Dimir par exemple. Bref, une couleur, ça apporte de la puissance à l'ensemble des possibilités de la jouer. Mais bien entendu, ça implique que pour 5 couleurs, c'est beaucoup plus facile de marquer des points. C'est pour ça qu'après avoir fait la totale des points, on va diviser le total par le nombre de couleurs présents dans l'identité. Et si vous me dites que 5 couleurs, c'est objectivement la meilleure couleur, pensez-y bien. Parce que si oui, ça t'ouvre toutes les portes, va falloir quand même les traverser, ces portes. Et ça ouvre des questions d'autres difficultés, comme par exemple le fait d'être capable de gérer ton mana, de bien construire ton deck. Et plus t'as de couleurs, plus c'est facile de se retrouver Color Screw, c'est-à-dire d'avoir la bonne quantité de mana, mais pas dans la bonne couleur. Cette dividende, elle sert donc à être un peu l'égalisateur. Plus tu as de couleurs, plus c'est complexe, et ça retire des points. Le problème étant que maintenant, c'est objectivement les monocolores qui l'emportent. C'est pour
pour ça que après avoir divisé, on regarde le top 32 des commandants et à chaque fois qu'un commandant possède exactement la couleur dont on parle, eh bien cette couleur obtient un point. Par exemple, ici du Mardu va rapporter un point de plus au Mardu, pas un point de plus au noir, un point de plus au blanc et un point de plus au rouge. Encore une fois, est-ce la meilleure façon de procéder? J'en ai foutrement aucune idée, mais si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est que ça vous intéresse probablement. Commençons tout de suite avec notre dernier numéro. On va commencer par quelque chose de simple. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur dans Magic. Oui, je dis qu'il y a une espèce d'échelle de puissance d'efficacité, mais dans les faits, le système de Magic est relativement équilibré. Donc si une couleur est totalement dans le bas du classement, ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça veut pas dire que vous devriez jamais la jouer, ça veut simplement dire qu'il va y avoir des lacunes, des manques de puissance, et donc que ce sera peut-être un plus gros défi. En bout de ligne, même le bas du classement est plus que jouable, et c'est pour ça que j'aime tellement le Commander. En 32e place, donc avec 34 points, on retrouve le mono rouge, avec une... Ben, il s'est juste fait allumer en fait. En tant que fan du rouge, j'étais vraiment déçu. Ayant le deuxième plus haut total des decks de monocouleur, je m'attendais honnêtement à le voir un petit peu plus haut. Mais la réalité, c'est que le rouge, il a évolué dans une situation où c'est surtout une bonne couleur pour venir donner du punch à une combinaison qui fait déjà très bien tout le reste. Genre Simic, ça donne du bon mana, ça donne du bon card advantage. Qu'est-ce qui te manque? Ben, l'opportunité de tout brûler. C'est là qu'arrivent tes murs avec le rouge. En vrai, ce qui retient le rouge d'être plus haut, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de game changer et pas beaucoup de cartes sur la banlist. Là où en plus, ce qui est banni ou game changer, c'est ce qui vient corriger le plus gros problème du rouge, le manque de mana. Ajoute à ça que dans les 32 cartes les plus jouées et les 32 cartes les plus incluses, t'as que 2 cartes rouges, et tu te dis que honnêtement, c'est une couleur qui a peut-être besoin d'un peu d'amour. En numéro 31, avec 38.5 points, on retrouve Boros, le blanc et le rouge, la loi et l'ordre. Boros a toujours eu des problèmes à se démarquer en Commander. Il est au-dessus du rouge parce qu'il peut faire tout ce que le rouge fait et faire ce que le blanc fait aussi. Là où, cependant, le rouge et le blanc, ils ont encore des lacunes et c'est pas l'un l'autre qui va venir combler le manque de card draw et de mana. Et dites-vous que ça, c'est la version optimisée parce que tu remontes il y a genre 10 ans, le rouge, le mana, c'était horrible et le blanc, le card draw, c'était dégueulasse. Aujourd'hui, on parle plus de difficulté et vice-versa. Et très honnêtement, il y a du chemin qui a été fait, mais il y a du chemin qui reste à faire. Blanc et rouge sont aussi, malheureusement, les deux seuls monocolores à n'être premiers dans aucune de nos catégories. Pour Boros en lui-même, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que c'est surtout une couleur qui manque d'interaction. Dans le sens que Commander, c'est faire des petites magouilles, des petites shenanigans, c'est faire je fais tel effet, en réponse, je fais ça pour pouvoir cheater et profiter de ton effet. C'est diminuer le randomness. Et Boros, ben, c'est surtout du contrôle de dégâts. C'est la loi et l'ordre, c'est straightforward. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça manque d'interaction et ça manque d'interaction avec le stack. Ce qui explique pourquoi il est aussi bas dans le classement. En numéro 30, avec 40 points, on retrouve Gruul, le rouge et le vert, la sauvagerie. Ça tape fort, ça tape vite. Ce qu'il retient, c'est très honnêtement, encore une fois, le manque de stats du rouge, mais le fait que le vert, il n'y a pas beaucoup de decks jouables. C'est celui qui en avait le moins. Et en tant que tel, le vert, il a des très bonnes stats et des très mauvaises stats. T'es dans les extrêmes. Et quand t'es dans les extrêmes, bah, tu te retrouves dans le milieu. Mon opinion assez controversée sur Gruul, c'est que c'est une couleur qui a littéralement trop de ressources de mana dans le sens où si tu vas plus vers le rouge, tu te rends compte qu'il y a des moyens de faire quelque chose de très bon à faible coût de mana. T'as donc pas forcément besoin du vert pour venir te booster. À l'inverse, si tu vas vers le vert, ben tu tapes déjà extrêmement fort et rajouter du burn par-dessus, ça peut être intéressant, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour être optimisé? Et je pense que honnêtement, toutes les couleurs du bas du classement, on peut le retenir à ça. C'est que oui, c'est bien, ça fait bien ce que ça fait, mais ce que ça fait, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Si oui, à quel degré? C'est souvent des decks qui vont faire ce que eux, ils veulent faire, là où t'auras souvent des stratégies qui seront objectivement meilleures. En numéro 29, avec 44.3 points, on retrouve notre première triple couleur Jeskai, le bleu, blanc, rouge, la couleur de la liberté et des guns! Ok, ma gueule. Jeskai, moi j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu fragile dans le sens où, oui, ça peut taper fort, ça fait des bons decks Spellslinger, mais aussi, ben, ça implique que c'est au prix de ta défense. Et généralement, ta meilleure défense, c'est le blanc, une couleur où tu dois généralement choisir entre te défendre et attaquer. Les decks Jeskai, ce qui peut rendre aussi difficile à jouer, c'est que, ben, ça a vraiment une mentalité de Spellslinger, de non-creature spell. C'est que ce qui est bon, c'est dans ta main. Ça veut dire que t'as toujours besoin de gérer un petit peu ton mana pour savoir ce que tu vas faire après. Là où, en général, c'est des bons decks contrôle, mais je l'ai dit et je vais me répéter, le problème
avec le contrôle en Commander, c'est que si tu essaies de contrôler 3 personnes en même temps, ben t'as 3 fois moins de ressources que ce que tu essaies de contrôler. Et si tu contrôles trop, ça devient chiant et tu deviens la cible à abattre. Mais il offre aussi des stratégies et des combos intéressants, spécialement avec le stack. C'est une couleur qui est capable de jouer autant pendant son tour que pendant le tour de l'adversaire. Et c'est pour ça que moi je trouve que Jeskai c'est assez versatile. Faut juste y penser, genre Kikar il crée des tokens quand tu lances un non-creature spell, donc tout le monde joue le Spellslinger. Mais si tu voulais le jouer Planeswalker, bah c'est tout aussi viable. Bref, c'est des decks qui ont du potentiel, mais du potentiel qui est difficile à exploiter. Un peu comme notre prochain numéro en fait. En 28e position avec 44.5 points, on retrouve le noir et le rouge Rakdos qui fait tout brûler et ma deuxième double couleur préférée. Encore une fois, c'est une question de les stats du rouge le retiennent, mais le noir en lui-même, il est capable de le booster un peu dans le sens qu'il y a eu beaucoup de très bons généraux et surtout, il y a beaucoup de très bonnes cartes dans le Rakdos en général. Je pense que le gros défaut du Rakdos, c'est honnêtement le card advantage dans le sens où tu as le choix entre le card advantage qui est assez éphémère du rouge qui va te demander de jouer des trucs que tu piges là, maintenant, ou le card advantage du noir qui généralement va venir t'enlever des points de vie en même temps. Et comme Rakdos, c'est beaucoup des decks groupe slug, les points de vie, t'as tendance à pas trop vouloir les utiliser en ressources. Et utiliser des points de vie en ressources, c'est la spécialité du noir. Moi, par exemple, dans mon deck Karvek de Merciless, c'est systématiquement ça le problème, c'est que je manque de card draw et généralement, je me retrouve à vomir ma main trop tôt. Rakdos, ça te demande beaucoup plus de réflexion qu'un deck rouge devrait te demander, très honnêtement. Et en bout de ligne, c'est ça, c'est une couleur qui fait des choses excellentes, mais elle a ce gros défaut fatal du fait que tu peux pas te rely seulement sur le card draw du noir ou sur l'éphémère du rouge. Et ça, c'est ce qui la retient malheureusement. En numéro 27 avec 45 points, on retrouve le mono blanc, une couleur qui est très bonne et très mauvaise. Et si je m'écoutais et que je m'étais mis un droit de veto sur les classements, honnêtement, je pense que ses faiblesses sont pires que le rouge. Blanc manque énormément de card draw et de mana, plus que le rouge. Et même si c'est les meilleurs removals du jeu, c'est pas ça qui va venir suffire. Là où elle a perdu des points, le blanc en fait, c'est que même si elle est égale avec le vert dans le top 32 des commandants les plus joués, elle est première dans aucune autre de nos catégories, très honnêtement. Et c'est la même chose que le rouge en fait, si c'est une couleur qui peut pédaler dans le beurre, comme on dit en bon québécois, de son côté, de l'autre côté, ça reste une couleur qui a du bon removal, qui a de la bonne protection, du bon gain de life. Bref, c'est une couleur qui, dans une autre combinaison qui est déjà un petit peu plus établie, va venir ajouter des effets qui sont pas négligeables. Mais les maths parlent et les 5 couleurs primordiales, on en a déjà éliminé 2. En numéro 26, avec 46.25 points, on retrouve notre première quadruple couleur. Yor qui a les faiblesses classiques des quadruples couleurs. C'est difficile à jouer et c'est beaucoup plus restreint que ce qu'on pourrait penser. Sérieusement, il y a 5 combinaisons de quadruple couleurs possibles dans le jeu. Il y a 15 cartes qui présentent 4 couleurs sur l'entièreté des cartes Magic. Et une bonne partie de ces cartes, elles sont relativement récentes. Pendant très longtemps, Wizards, ils avaient pas l'air d'être intéressés par les quadruples couleurs. Et même si aujourd'hui, dans les quadruples couleurs, ils semblent avoir leur petit préféré, faites-moi confiance, c'est pas Yor. Yor étant toutes les couleurs sauf le vert. On ignore donc littéralement la meilleure couleur pour le mana. Mais en avantage, ça reste 4 couleurs. Et quand tu joues 4 couleurs, c'est littéralement impossible de manquer à la fois de card draw, de mana et de synergie. À part si tu bâtis vraiment des decks dégueulasses. Là où Yor, c'est un peu le one-trick pony des 4 couleurs, dans le sens où, généralement, tu vas jouer artefact parce que c'est littéralement pour ça que la couleur a été pensée, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire avec. Bref, ça fait un ou deux trucs, ça le fait bien, mais le fait étant que de gérer 4 couleurs dans une couleur qui ignore littéralement les meilleures ressources de mana et donc de gestion de couleurs, ce sera pas facile. En numéro 25 avec 46.25 points, on retrouve une autre quadruple couleur. C'est Dune, c'est-à-dire toutes les couleurs sauf le bleu. Même problème que Yor, c'est à 4 couleurs donc ça peut être difficile à gérer, mais elles ont le même nombre de points. Là où Dune, il ignore le bleu, la meilleure couleur pour le card advantage. Mais j'ai décidé tout simplement de la mettre plus haut que Yor pour la simple et bonne raison que, à mon sens, le vert va pouvoir venir gérer le card advantage beaucoup mieux que le bleu va pouvoir venir gérer la mana. Donc la lacune, on peut le dire, elle est un petit peu moins importante. Mais ça reste quand même difficile à jouer, de 1 parce que tu risques de manquer de card advantage et de 2 parce qu'encore une fois, un des 4 couleurs, c'est pas tout le monde qui est capable de jouer ça efficacement. En numéro 24, on a Naya avec 46.7 points et Naya, il y a vraiment des moments où je me dis que t'as pas compris le jeu. Elle a un peu le même problème que le Gruul dans le sens où t'as beaucoup de ressources, oui, mais tu manques un petit peu d'interaction parce que oui, je l'ai pas mentionné, mais le Gruul peut manquer d'interaction. Là où c'est quelque chose qui se rattrape un petit peu
avec le blanc et son removal, mais c'est pas suffisant, surtout quand tu regardes le potentiel que tu aurais à ajouter du noir ou du bleu au deck. Sans oublier que ces deux couleurs-là, c'est les deux meilleures couleurs pour le card advantage. Selon moi, les decks Naya, leur problème, c'est qu'ils manquent d'adaptation à une stratégie, dans le sens où un deck Naya va généralement faire une chose, et s'ils trouvent le counter parfait, ils vont pas être capables de s'adapter. Je pense que c'est vraiment ça le problème, le manque de versatilité et d'adaptabilité. Là où ce que Naya fait, il le fait très bien, dans le sens que c'est du bon token generation, c'est du bon mana generation, et ça peut taper extrêmement fort. Et c'est une des meilleures couleurs pour jouer Voltron. Tout ce qui manque, c'est des interactions et surtout de meilleurs staples. Autrement, Naya, c'est loin d'être mauvais. Ensuite, à 46,7 points, on retrouve Ink, une autre quadruple couleur. Oui, c'est le même score que Naya, je m'explique. Ink, c'est toutes les couleurs sauf le noir. Elle peut donc faire techniquement tout ce que Naya fait, mais en plus t'as du bleu, donc t'as du card advantage. Et on vient d'établir que c'était une des grosses faiblesses de Naya. C'est aussi celle dont je parlais plus tôt, le petit préféré de Wizards of the Coast. Sur 15 cartes, 7 d'entre elles sont Naya et il y a plusieurs créatures légendaires parmi lesquelles choisir. Là où, en général, quand tu veux jouer quadruple couleur, t'as le choix entre prendre une des quelques cartes qui existent, il y en a une par quadruple couleur, 2 si t'es chanceux, ou tu joues des partners. Autrement, c'est un deck qui est très versatile, qui est très bien entouré, mais 4 couleurs, qu'est-ce que tu veux? On en a déjà établi que c'est difficile à jouer, peut-être plus que le 5 couleurs, et j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose, c'est que, techniquement, si tout est bien fait dans Magic, chaque couleur rattrape les faiblesses des autres. Donc forcément, quand tu joues 4 couleurs, inévitablement, t'as des faiblesses qui seront pas rattrapées, versus si tu joues 5 couleurs, où il y a toujours moyen de patcher. Bref, Ink, c'est très bien, mais c'est très difficile à jouer. En numéro 22, avec 47,3 points, on retrouve Jund, le rouge, le vert et le noir. La couleur sauvage. La couleur qui excelle dans les dégâts, le graveyard, les tokens, et sincèrement, dans le Jund, faut se lever tôt pour manquer de mana. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je joue Jund, je me retrouve coincé, parce que je joue tout trop vite, et je me retrouve avec une main vide et pas beaucoup de card advantage. Mais ça en dit plus sur la façon dont moi je joue la couleur que sur la couleur en elle-même. T'as accès à des bonnes cartes de pioche dans le noir et dans le vert, là où elles auront généralement des conditions. Là où c'est pas toutes les couleurs qui vont se permettre de pouvoir les remplir. Et généralement, dans le Jund, quand tu joues des decks plus créatures, je te dirais d'aller sur le card draw du vert. Ceci dit, que Jund, ça frappe comme un semi-remorque. Ça a aussi de l'excellent Grave Synergy et tu peux créer des tokens à profusion. C'est aussi une couleur qui est extrêmement fun à jouer. Je pense que c'est pour ça que je la joue pas très bien. C'est parce que, j'ai tellement envie de mettre ça comme carte que j'oublie de mettre du card draw efficace. Mais c'est à mon sens une combinaison très organique qui va remplir ce qu'elle a été faite pour. En numéro 21, avec 48 points, on retrouve Mardu, le noir, rouge et blanc. Probablement la couleur la plus rapide, connue pour être représentée par une des commandants les plus populaires et les plus iconiques de tous les temps, Kaalia of the Vast. Puisqu'on parle des commandants, c'est une grande force. Il y a énormément de très bons commandants dans le Mardu. Il me semble que c'est la couleur qui en a obtenu le plus en bonus, avec pas moins de 4 commandants Mardu dans le top 32. Oui, ça peut manquer de mana, peut-être même un petit peu de card advantage, mais dans les faits, la plupart des decks Mardu, ils en ont pas besoin. Ou s'ils en ont besoin, ils en ont pas besoin d'une tonne, comme va en avoir besoin, je sais pas moi, un deck Tamer par exemple. C'est tes decks où ta main est remplie de mana cost assez bas, donc t'as pas besoin de mettre énormément de mana, et de manière générale, t'as des bons moyens de cheat les affaires en jeu, voire de les réanimer. Bref, dans le Mardu, oui, il y a des points négatifs, mais les points positifs font que c'est une couleur qui est plus que viable à des niveaux très avancés. En numéro 20, une couleur avec 49 points que je m'attendais honnêtement à voir beaucoup plus haut, Bant. Affronter un deck Bant, c'est comme tomber amoureux d'un narcissiste. Dans le sens où t'arrives, c'est mignon, c'est drôle, tout va bien, jusqu'à ce qu'il te rentre la tête dans le mur. Je m'attendais à le voir plus haut, tout simplement parce que Bant, c'est le bleu, le meilleur card advantage, le blanc, le meilleur removal et de manière générale parmi les meilleures interactions, et le vert, le meilleur mana et les meilleures créatures. Genre, qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a tout dans le Bant, il y a du mana, il y a du card draw, il y a de l'interaction, des combos. Ceux qui ont affronté Shulam, Teller of Tales savent de quoi je parle. Sinon, t'as toujours les decks d'Erevi, ça c'est hilarant de pas pouvoir jouer pendant ton propre tour. Ce qui retient Bant, selon moi, c'est justement le manque de noir et de rouge, les deux couleurs qui sont connues pour le plus nuire à l'adversaire, le frapper le plus fort et de manière générale l'agresser le plus violemment. C'est des couleurs qui sont généralement plus défensives et un combat, tu gagnes pas ça en te gardant constamment. Bant, c'est donc une couleur qui va généralement te demander un petit peu de contrôle, de setup, ça va te demander de la patience, mais une fois que ta stratégie est mise en place, elle est quasi inarrêtable.
En 19e position, on retrouve Glint à 49,25 points, la quadruple couleur qui laisse le blanc de côté, et ma quadruple couleur préférée. Pourquoi aussi plus haut que les autres? Probablement parce que les lacunes du blanc, c'est les lacunes du blanc. Elles existent, elles sont importantes, mais dans l'absolu, c'est probablement les plus superflues et les plus pardonnables. Le blanc, je l'ai dit 47 fois dans cette vidéo, mais ça a du bon removal, des bonnes interactions, de la bonne protection, du bon gain de points de vie. Mais qu'est-ce que tu veux? Le blanc, sa force, c'est de pouvoir gérer absolument tout. Les enchantements, les créatures, les instants sorceries, les artefacts. Et collectivement, les 4 autres couleurs sont tout à fait capables de faire ça. Elles sont juste pas capables de le faire individuellement, ou du moins, elles en ont du mal. Sauf que là, t'as les 4, donc virtuellement, tu peux tout gérer. Là où en tant que défense, le vert et le bleu, ça suffit à patcher le manque de blanc. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, c'est une quadruple couleur, mais t'as du vert et du noir. Virtuellement, tu vas pouvoir gérer ta mana. Il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est une très bonne combinaison de très bonnes couleurs qui rattrape les lacunes laissées derrière par le blanc. Là où moi, le deck Yidris duquel je rêve depuis longtemps, j'ai très envie de le construire. En 18e position, avec 49,5 points, on retrouve le contrôle ultime d'Azorius, le bleu et le blanc, et notre première couleur à être au-dessus de la moyenne. La moyenne étant de 49,4. On peut le dire donc ici, on entre dans les choses sérieuses. Et s'il n'y a pas de mauvaise couleur, là, on entre dans ce qui est vraiment nos meilleures options. Azorius, c'est donc le contrôle à l'état pur. Si un Azorius décide que tu ne joueras pas, tu ne joueras tout simplement pas. Ceux qui ont déjà affronté Grand Arbitraire Augustin savent de quoi je veux parler. Mais Azorius, surprenamment quand il pense, il y a énormément de ressources parce que le bleu et le blanc ont beau être très similaires en termes de philosophie et être côte à côte sur la color pie, les lacunes que chacun présente sont relativement comblées par l'autre. Comme le manque de card advantage du blanc ou le manque de boost du bleu. C'est ça, Azorius, c'est être capable de contrôler, de se booster et de préparer le terrain jusqu'à trouver une win-con. Parce que oui, je vous en supplie, mettez des win-con dans vos decks Azorius. Si vous faites juste contrôler pour contrôler, c'est désagréable pour tout le monde. En numéro 17, à 49,7 points, une combinaison que personnellement j'aurais aimé voir beaucoup plus haut, ma combinaison couleur préférée de tout Magic confondu, Tamer, le rouge, le vert et le bleu. C'est Gruul sans les défauts fataux du manque d'interaction et du manque de combo. Dans les faits, un bon deck Tamer, quand ça commence à combo off, t'as deux options, l'arrêter immédiatement ou te rouler en petite boule tout nu dans le coin de la pièce et prier toutes les divinités que tu connais. Même là, fais un effort, cherche en plus sur Wikipédia. Seul vrai défaut de la couleur, c'est que c'est souvent du tout ou rien, dans le sens où c'est difficile de récupérer des trucs qui tombent au cimetière. Donc si ta stratégie est brisée et que t'as pas de plan B, c'est généralement la fin. Mais dans le Tamer, t'essayes d'avoir des plans B et des plans C. Généralement, c'est un deck qui a une idée générale de ce qu'il va faire, mais qui va le faire de plusieurs façons possibles. Mais autrement, t'as de la ressource, t'as du card advantage et tu tapes extrêmement fort, ce qui justifie la place de Tamer dans le top 20 et surtout au-dessus de la moyenne. En numéro 16, s'approchant dangereusement du haut du classement à 50 points, on retrouve Orzhov, le blanc et le noir. Des couleurs qui sont, oui, contraires, probablement les couleurs les plus opposées à Magic, mais aussi les plus complémentaires selon moi. Les couleurs Magic, elles peuvent se contredire, mais quand elles se contredisent bien, elles se complètent. Et Orzhov, c'est probablement la meilleure dans ce cas-ci. Tu as les deux meilleures couleurs de gestion du jeu, les deux meilleures couleurs de gain de points de vie du jeu, les deux meilleures couleurs de réanimation du jeu. Et de manière générale, un deck Orzhov, ça va vouloir faire quelque chose de précis et ça va le faire tout en étant capable de gérer le fait qu'il devient la menace très vite. T'ajoutes à ça le fait que t'as quand même bien des commanders qui ont un coût de mana assez bas et tu te rends compte que Orzhov, même si ça peut présenter un petit manque de mana, d'un, ça le rattrape avec le noir qui est capable de bien s'adapter et de deux, t'as pas besoin d'avoir 30 millions de mana dans ton pool. Maintenant, tu prends tout ce que je viens de dire pour le mana, tu l'appliques aussi au card advantage et au boost de tes propres créatures, et tu te rends compte que Orzhov, même si ça a l'air d'être des petites créatures d'église, faut pas les sous-estimer parce que l'église, elle va finir à ta gueule. Justifiant donc la place de Orzhov comme étant le milieu du classement. En 15e position, on retrouve Selesnya à 50 points, le blanc et le vert. Selesnya, en termes de philosophie, c'est les meilleures personnes que tu trouveras jamais. C'est littéralement les deux couleurs les moins méchante du jeu. J'ai dû faire un choix, elle a la même quantité de points qu'Orzhov, mais j'ai décidé de la mettre au-dessus pour la simple et bonne raison que en bout de ligne, le vert a eu plus de points que le mono noir. Selesnya est donc une couleur qui excelle dans la défense, mais pas que, parce que surprenamment, c'est versatile. Et un bon deck Selesnya peut faire tout aussi peur à l'offense. J'ai dit que c'était les deux meilleures couleurs de protection, mais qui dit protection dit aussi des boosts. Et ça peut être très utile de retrouver toutes tes créatures Double Strike Trample avec +10/+10. Sauf qu'en Commander, comme t'as 3 adversaires
adversaires, ils vont généralement, si tu deviens le menace, te taper les 3 en même temps. Là où Célestia va te poser une question, es-tu capable de te défendre jusqu'à prendre l'avantage sur littéralement 3 personnes? Et qu'est-ce que tu veux? Quand ça fonctionne, ça fonctionne. Faut faire des choix. Tu te défends, tu te défends, tu te défends. Et éventuellement, quand ta défense est assez buildée, tu te rends compte que plus personne n'a de ressources et tu tapes de plus en plus fort. En numéro 14, ma guilde préférée, Izzet, le rouge et le bleu, avec 50.5 points. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression que ça vous étonne que je sois un joueur Izzet. Pour ce qui est du négatif, en vrai, Izzet, ben, ça manque de défense. Donc, généralement, tu vas devoir encaisser les coups. Et si tu gagnes, tu vas gagner avec 5, 6, 7 PV. Cependant, le bleu et le rouge, c'est les deux meilleures synergies avec les instants sorcerie. Et ça, ce que ça implique, c'est que ce qui te rend menaçant, c'est pas sur ton field, c'est dans ta main. Tu vas souvent te retrouver à contrôler le board jusqu'à un certain moment où tu vas te retrouver à tout brûler. C'est possible de faire un deck Izzet créature, ça existe, mais le potentiel est beaucoup plus haut. C'est aussi, selon moi, la meilleure double couleur pour les combos infinis. Ceux qui ont déjà affronté des decks Niv Mizzet savent exactement de quoi je veux parler, et c'est la philosophie Izzet. Faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et l'utiliser au maximum de ses capacités. En numéro 13, donc toujours avec 50.5 points, on retrouve Witch, la dernière quadruple couleur, tout sauf du rouge. Il n'y a pas vraiment d'explication, c'est un petit peu la même chose que le blanc plus bas, c'est que ben c'est toutes les couleurs sauf du rouge, et rouge a des lacunes qui sont un petit peu superflues, sans parler du fait qu'il est littéralement dernier dans le classement, ce qui explique pourquoi je l'ai monté par-dessus Izzet. Mais la vraie raison, c'est que Witch, c'est connu pour être une bonne couleur, simplement à cause de son commandant emblématique. Atraxa Creator's Voice, un commandant qui est aujourd'hui, au moment où j'écris cette vidéo, le 3e plus joué du format, et elle a été première pendant plus d'une décennie, jusqu'à ce que mon petit Ur-Dragon vienne la dépasser. Respect. Et on parlait de lacunes, mais encore une fois, c'est des lacunes qui sont superflues et surtout, c'est des lacunes qui sont rattrapables par les 4 autres couleurs. Parce que le noir, ça peut burner, pas autant que le rouge, mais ça burn quand même très bien. Le vert et le blanc, c'est des choses qui viennent te booster, peut-être moins immédiatement que le rouge, mais c'est plus durable, surtout sur le long terme. Et en commandant qu'est-ce que tu veux, on essaie de jouer à la fois sur le court et le long terme. Est-ce que vous commencez à comprendre comment, oui, mais il n'y a pas de rouge, c'est pas un argument très fort. Et ça vaut pour toutes les couleurs, mais c'est pour ça que Witch, c'est la meilleure quadruple couleur. C'est tout simplement parce que les 4 couleurs s'emboîtent le mieux. Là où en plus tu as les meilleures couleurs pour le mana, donc tu gères plus facilement ces 4 couleurs, et de manière générale, ça t'offre énormément de possibilités. Ce qui, même si ça me fait mal en tant que fan de Glint, me force à admettre que Witch est la meilleure quadruple couleur du jeu. En 12e position, à 51 points, une de mes couleurs préférées, le Grixis, que j'aurais vraiment aimé voir dans le top 10, le rouge, le bleu et le noir. J'ai dit que Tamer c'était ma couleur préférée et je le maintiens, mais Grixis, c'est peut-être la couleur que je joue le mieux. Il fut un temps où Grixis avait les mêmes problèmes qu'Izzet, dans le sens où généralement ça allait être des decks où la menace allait être dans ta main, et ce qui veut dire que t'avais pas beaucoup de défense et que tu pouvais pas beaucoup toffer. Puis, genre 6 ou 7 ans, Wizard a décidé, tu sais quoi? Grixis créature, ça va être excellent. Be'lakor, meilleur commander de démons, je veux rien entendre. Et surtout, ça te permet de tanker les coups, mais de les rendre. Par exemple, si tu veux jouer un deck de sorcier, Inala, c'est un excellent argument. Et c'est le genre de deck de sorcier où tu vas vraiment synergiser avec tes wizards et pas simplement les forcer à synergiser avec des instants ou sorceries, même si c'est tout à fait possible de le faire. Tu peux faire virtuellement tout avec du Grixis, du créature, du Spellslinger, du ETB, du token. Mais malheureusement, là où il perd des points, c'est surtout sur la mana base. Là où oui, si le noir, il va t'ajouter du mana, c'est très rare qu'il va t'ajouter autre chose que du mana noir et peut-être de temps en temps du mana rouge. Donc pour le bleu, va falloir te démerder. Et le tout, ça vient à un prix. Et ça vaut aussi pour le card draw, même si ça, le bleu vient le corriger. Il y a le rouge aussi qui peut le faire, mais généralement, c'est du mana auquel tu vas avoir accès là, maintenant, tout de suite. Et donc, tu vas devoir attendre de pouvoir bien le placer. Là où il a des forces inhérentes, les decks tribaux dans le Grixis, c'est excellent. Le burn, c'est excellent. Et le reanimator, c'est excellent. Bref, Grixis, il est capable de tout faire, mais il est pas capable de tout faire très bien. C'est ça qui lui retient des points. Autrement, c'est une option plus que viable. En 11e position, juste au-dessus de Grixis, à 51.3 points, on retrouve Esper, le noir, le blanc et le bleu, que j'aime aussi appeler la couleur la plus artificielle. Oui, on y retrouve d'excellents removal, d'excellents réanimateurs, mais dans les faits, chez Esper, ce qui fait vraiment peur, c'est les decks de gain point de vie et les decks de contrôle. Généralement, les decks Esper, c'est des decks qui vont être
capable de retourner à leur avantage la plus grosse faiblesse des decks de contrôle, à savoir, tu fais du 3v1. Ça a plus que les capacités de gérer 3 adversaires en même temps. Généralement, ça va le faire en lockant le board, en wipant le board et en empêchant tout le monde en même temps de jouer, plutôt qu'en contrant certains sorts problématiques à la fois. Et en espère, généralement, la haine que tu attires en jouant contrôle, ben, tu peux te permettre de la take dans le sens où ils vont te frapper, mais t'as du bon gain de points de vie. Ils vont détruire tes trucs, mais t'as du bon réanimateur. Ils vont venir t'envoyer des sorts chiants, mais t'as du bon contrôle et du bon contre. Beaucoup moins versatile que d'autres, donc, mais ce que Esper fait, il le fait à la perfection. Entrons maintenant dans notre top 10. En numéro 10, couleur que je m'attendais vraiment pas à voir aussi haut, le Abzan avec 52.3 points. Je m'attendais pas à ce que le vert noir blanc arrive aussi haut parce que pour moi, à mon sens, avoir Abzan comme couleur préférée, c'est comme avoir l'incroyable Hulk comme super-héros préféré. C'est bon, je comprends, il a eu de bonnes histoires, c'est iconique, mais d'un autre côté, vraiment? Ouais, ça surprend. Mais dans les faits, c'est surtout que le Abzan, il a eu un énorme boost dans les dernières années. Tu remontes il y a 10-12 ans, et puis le blanc en Commander, bah, c'était limite injouable. Même le vert, il rampait, mais il rampait beaucoup moins bien qu'aujourd'hui. Là où le gros problème d'Abzan, c'est que c'était probablement la couleur la moins versatile des triples couleurs. Généralement, quand tu voyais un deck Abzan devant, tu savais à quoi t'attendre. Tu savais très bien qu'éventuellement dans la partie, t'allais devoir gérer des compteurs +1/+1. Puis les compteurs, ils sont diversifiés, principalement, j'ai envie de dire, avec Ikoria, avec l'invention des keyword counter, et ça vraiment le Abzan en a énormément profité. Et aujourd'hui le Abzan, ce qu'il faisait moyennement à l'époque, il le fait bien, comme par exemple aujourd'hui tu peux jouer du Reanimator beaucoup plus facilement à Abzan, même chose pour les tokens, et surtout tu peux jouer des decks de land et des decks Toughness Matter. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une époque où tu voyais un deck Abzan à la table et tu savais que c'était juste une question de péter les petites créatures avant qu'elles deviennent grosses. Aujourd'hui les decks Abzan, ben out of nowhere, ça peut simplement te lâcher le mur de Ba Sing Se et te faire 32 dégâts. Bref, c'est probablement la couleur qui a su le mieux évoluer. En 9e position à 53 points, on retrouve les Dimir, la couleur des voleurs et des assassins, le bleu et le noir. Et ça m'aurait très fortement étonné de les voir en dehors du top 10. On y retrouve du bon contrôle, de la versatilité et surtout des bonnes win-con directes. Bannissez-moi cette bullshit, quelqu'un. Dans le sens où très rares sont les decks Dimir qui vont simplement essayer de te faire tomber tes PV à zéro. Généralement, ils vont plus essayer de te miller à mort, ils vont trouver du card advantage, ils vont faire des combos, ils vont contrôler jusqu'à trouver la grosse faiblesse qui leur permet de gagner. C'est pas comme un deck Grul où tu t'attends à voir venir une 50-50 dans ta gueule. Surtout dans des decks comme Yuriko qui tour 2 vont faire 1 dégât, tour 3 vont faire 2 dégâts et tour 4 vont faire 32 de dégâts. Ouais, ça aussi quand tu sais pas, ça surprend. Et j'aimerais souligner que c'est les deux meilleures couleurs pour le card advantage, ça on l'a déjà dit, mais que même si c'est pas les meilleures couleurs pour le mana, le noir peut en générer, et qu'en Dimir, du mana, ben, t'en as pas besoin de tant que ça, en fait. T'as beaucoup de très bonnes cartes dans le Dimir qui sont 4 de mana et moins. Bref, des coups de mana équilibrés, du card advantage à profusion et des combos dévastateurs. C'est ça, Dimir. Et surtout, c'est versatile dans le sens où c'est pas excellent dans tout, mais c'est excellent dans des choses très importantes. C'est pour ça que je déconseille très fortement de sous-estimer un deck Dimir, simplement parce que vous avez 3-1-1 devant vous. En numéro 8, avec 53.2 points, WUBRG. C'est comme ça qu'on appelle le 5 couleurs. Il me semble même que c'est actuellement la combinaison la plus jouée. Et honnêtement, je comprends pourquoi. Le commandant le plus joué en 5 couleurs est Ur-Dragon, le commandant Tribal Dragon. Et c'est également le commandant le plus joué, point final. Là où en WUBRG, tu joues 5 couleurs, tu as accès à littéralement tout le jeu. Si tu as des lacunes quelque part, il te suffit de remplacer des cartes parce que tu as accès à absolument tout. Et même, j'ai envie de te dire, tu joues Ur-Dragon. C'est bon, tu peux jouer les 5 couleurs. Mais si tu veux faire un deck purement rouge et juste profiter du réduction d'Ur-Dragon, c'est possible. La seule vraie faiblesse de 5 couleurs, c'est que ben, c'est difficile de bien taper ton mana et surtout de bien builder ta mana base pour ne jamais te retrouver Color Screw. Ça a donc littéralement toutes les forces de chaque couleur, mais aussi toutes ses faiblesses. Là où les faiblesses, comme les 5 couleurs s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres, ben elles sont quand même atténuées. Genre littéralement, c'est plus difficile de jouer 4 que 5 couleurs à Magic. Par exemple, c'est pas un problème que ton blanc ait pas de ramp, parce que le mana, tu vas aller chercher dans le vert. C'est pas un problème que ton rouge, il ait pas de card draw, parce que tu vas aller le chercher dans le bleu, etc. Sans oublier le fait que tu as un accès total à tous les Game Changers, les Legendary Creatures et les combos infinis possibles. Là où, généralement, tu vas jouer un deck qui soit très focus, soit très peu focus. Le focus, c'est à quel point tu es fidèle au thème principal. Par exemple, dans Ur-Dragon, généralement, tu vas jouer Tribal Dragon. C'est un deck très focus. Mais tu peux prendre un autre commandant WUBRG, n'importe lequel, et te dire, moi, je veux aucune synergie, je veux juste les meilleures cartes du jeu. Un espèce de best-of des meilleurs sorts qui est possible de lancer. Et ça aussi, c'est possible. Et c'est pour ça que WUBRG est dans le top 10. Et honnêtement, si vous décidez d'aller en commentaire et de m'expliquer en long et en large pourquoi c'est la meilleure combinaison possible, je comprendrai.
En 7e position, avec 54 points, on retrouve finalement le mono noir. Je pense honnêtement que noir est la couleur avec la plus de ressources à Magic. Du 1 parce qu'elle est capable de générer du mana, même si c'est pas aussi bien que le vert, et de 2 parce qu'elle a du bon card advantage et a du bon gain life, là où, de manière générale, tu vas pas utiliser que ta mana pour lancer tes sorts et piger tes cartes, mais aussi tu vas utiliser ta propre vie. Entre-temps, ce qui a valu des points au noir, c'est que c'est la couleur qui a remporté le plus de catégories. C'est la couleur avec le plus de decks, et c'est aussi la couleur la plus représentée dans le top 32 des commandants les plus joués. Mais étonnamment derrière en ce qui concerne les staples. Mais à part ça, elle n'est vraiment dernière dans aucune catégorie. Et le noir, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça a toujours été une excellente couleur. Elle s'est fait niquer sur les staples et sur le pourcentage d'inclusion, mais autrement, ben qu'est-ce que tu veux que je te dise, ce serait la meilleure couleur. Et ça restera toujours une option solide, et personnellement, si je vais monocolore, c'est probablement dans le mono noir que je pense qu'il y a le plus de choses intéressantes à faire. En 6e position à 55 points, le Colorless. Et c'est là que tu te rends compte que j'ai triché un tout petit peu. J'ai décidé de ne pas inclure les mana rock et les couleurs de mana qu'elle donne, dans le sens où un signet, par exemple, aurait donné simplement un point au Colorless sans le donner aux 2 couleurs qu'elle produit. Là où, de toute façon, dans les staples, il n'y avait aucun signet à part Arcane Signet, qui a le potentiel de donner chaque couleur. C'était pour lui donner une chance, et aussi simplement parce que c'est pas parce que quelque chose ajoute du bleu et du rouge que ça va pas profiter du simple fait d'être sur le battlefield. Les artefacts qui sont généralement colorless, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est hyper synergique. Ça m'a fait réaliser qu'en commandant, le colorless est toujours nécessaire, ne serait-ce que pour les mana rock. Littéralement, les 2 cartes les plus jouées du format sont colorless. Et si vous voulez rester vraiment puriste, oui, je sais à quoi vous pensez, les Eldrazi, les gros decks colorless qui sont capables de te sortir un tour 8 au tour 4. Ça aussi, c'est une menace qui n'est pas négligeable. Là où t'auras jamais besoin de t'inquiéter de pas avoir la bonne couleur de mana, tu n'as pas de couleur de mana. Il est extrêmement facile de simplement ajouter du colorless, que ce soit avec des wastes ou simplement avec des mana rock en général. C'est littéralement la couleur qui est le plus difficile à color screw. Probablement parce que c'est pas vraiment une couleur. En faisant la 6e meilleure couleur du jeu et selon moi la meilleure couleur de support. Et le support c'est bien, mais c'est pas ça qui rentre dans le top 5. En 5e position à 55 points, non c'est pas une blague, on retrouve le mono bleu, donc à égalité avec le colorless. Là où je l'ai mis au-dessus, parce que tout ce qui s'applique au colorless, ça rentre dans un deck bleu. Et très honnêtement, le bleu en profite très bien. Ça inclut les mana rock, mais aussi, soyons honnêtes, les artefacts utilitaires. Là où, même si le bleu a de très bons artefacts de son côté, les artefacts incolores, ça a de l'excellente synergie avec le bleu. Et les artefacts, c'est ce qui a la meilleure synergie dans Magic. Donc forcément, t'as de la bonne synergie qui donne de l'encore meilleure synergie. T'as donc de l'excellent contrôle, de l'excellent card draw, et le bleu, sa seule grosse faiblesse, c'est la mana. Là où, généralement, tu vas patcher avec des artefacts. Et le bleu et les artefacts, c'est une grande histoire d'amour. Autrement, ça se défend très bien, et sincèrement, le bleu, ça tape surprenamment plus fort que ce qu'on pourrait penser. Ceux qui ont déjà joué des decks de Kraken en bracket 1 ou 2 savent de quoi je veux parler. Le bleu est donc une excellente couleur, vachement versatile, beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser, et de manière générale, une des meilleures monocolores du jeu. En numéro 4, notre dernière monocolore, le vert à 56 points, la meilleure monocolore du jeu, je veux rien entendre. Je l'ai dit et je vais répéter, mais le système de couleurs est relativement bien équilibré. Le vert, ça veut pas dire qu'il écrase le rouge, ça veut dire qu'il est peut-être un petit peu au-dessus dans certaines catégories que je regarde plus quand je joue Commander. Ce qui est vraiment venu donner la victoire au vert, c'est que dans le top 32 des staples, il a autant de staples que les 4 autres couleurs réunies. Sauf que c'est la couleur avec le moins de decks monocolores. Cherche la logique. La logique étant, les cartes vertes ne vont pas être bonnes que dans des decks mono-verts. Généralement, ce qui revenait beaucoup, c'était des Rampant Growth, c'était des Tree Visit, c'était des cartes qui donnent du mana. Et le mana, c'est la chose la plus importante dans un deck. Là où dans le bleu, étonnamment, c'est les contre-sorts et le contrôle qui ressortaient. J'aurais pensé que ce serait le card advantage, mais non. Le mana est bel et bien nécessaire dans tous les decks, peut-être même plus que le card advantage. Parce que si t'as aucun card advantage, techniquement, t'as quand même une carte garantie par tour, à moins que quelqu'un t'empêche de piger. Dans le mana, si t'en as pas, t'en as simplement pas, et tu peux absolument rien faire. Autrement, le vert est surprenant, versatile, il est capable de piocher, pas aussi bien que le bleu, mais il est capable de piocher aussi bien que le noir. Il est capable de taper, il burn juste pas comme le rouge, et de manière générale, j'ai tendance à dire c'est une couleur versatile, et c'est la meilleure couleur pour les débutants. C'est une couleur accessible, et c'est ce qui la rend aussi puissante. Bref, ça tape fort, ça fait piocher, ça génère du mana, que demander de plus? Mais c'est pas exactement top 3. En 3e position, à 56 points, on retrouve Simic, la combinaison du vert et du bleu. Au même pointage que le vert, j'ai décidé de la mettre au-dessus, tout simplement parce que tout ce qui s'applique à vert et bleu s'applique à Simic en un seul deck. Et c'est la combinaison des 2 meilleures couleurs du jeu. Vous pensez que j'abuse, mais imaginez que vous vouliez juste jouer un deck de grosses créatures, vous pouvez faire un deck mono vert, ou vous pouvez aller chercher à tout hasard Rashmi, qui en plus va vous donner du bon card advantage et des moyens de tricher en jeu ces créatures. À l'opposé, vous pourriez jouer un deck contrôle avec plein de counter spells, ce qui est très bien dans le mono bleu,
bleu, mais dans le mono vert, en plus, tu vas pouvoir détaper tes lanes plus facilement et de manière générale te générer plus de mana pour être capable de contrôler mieux. C'est simple, à chaque fois que je joue Simic, dépendamment de quelle route je prends, j'ai l'impression de jouer un deck mono bleu boosté à puissance ou un deck mono vert boosté au card advantage et au contrôle. En deuxième position, à 56,5 points, on retrouve notre dernière double couleur, Golgari, le vert et le noir. Le noir a été, tout au long de cette vidéo, relativement balancé dans ses pointages. C'est pour ça qu'on la retrouve aussi haut associée au vert qu'elle a été dans les extrêmes. Golgari, c'est la réanimation, c'est le token, c'est la vie et la mort. Généralement, c'est des decks qui roulent bien dans le sens où tu vas t'en foutre littéralement de te faire péter tes trucs parce que un bon deck Golgari, ça a de la ressource pour les ramener. Golgari, c'est la couleur où n'importe quoi peut avoir du potentiel. Vous vous souvenez de la fois où est-ce qu'ils ont imprimé un commandant dans un deck à 35$ et que c'est devenu un des elfes les plus menaçants du format? Ouais. J'en fais encore des cauchemars. Même chose pour Chatterfang, je devrais pas avoir peur des écureuils, mais soyons honnêtes, dans le Magic d'aujourd'hui, les écureuils sont plus menaçants que les anges, les krakens, les démons, les dragons et les hydres réunis. Pour ce qui est du manque, tu manques de pioches parce qu'il n'y a pas de bleu, tu joues vert et noir, c'est pas grave, ça compense. T'as aussi parmi les meilleurs removals du jeu avec Assassin's Trophy, donc ton manque de blanc, on s'en fout, et de manière générale, tu vas taper assez fort pour ignorer le manque de rouge. Là où ça va te demander une certaine compréhension des mécaniques du jeu et d'être capable de bien t'organiser. Et là, on arrive au top 1. Et nous y sommes, mes amis, la meilleure couleur de Magic à 58 points. Et personnellement, celle que j'avais prédit, Sultai. Je vous jure que j'ai pas fait exprès, mais j'ai toujours l'impression que Sultai était la meilleure couleur de Magic avec raison. Il y a littéralement rien qu'un deck Sultai ne peut pas faire. Et dans le top 32 des commandants, c'est une couleur qui a été extrêmement représentée. Je disais tout à l'heure que le Golgari, ça s'adapte à tout. Mais le Sultai, ça n'a pas besoin de s'adapter, parce que ça fait tout de base. C'est pas de blanc, pas de rouge, mais ça burn quand même très bien grâce au noir, et surtout, ça gagne quand même très bien des points de vie. Encore une fois, grâce au noir. Là où t'as de la protection suffisante avec le vert et le bleu qui te permettent d'endurer les coups, et surtout de contrecarrer les sorts adverses problématiques. Et surtout, ça joue surprenamment vite, avec des bons moyens de tricher tes grosses créatures et tes gros sorts en jeu. Suffit de regarder les commandants disponibles, t'as de la réanimation, t'as du blink, t'as du token, t'as de l'aggro, t'as du contrôle. Sultai fait littéralement tout. Ça, c'est sans parler des commandants Theft qu'on voit apparaître depuis quelques années, qui honnêtement sont des nouveaux candidats à garder à l'œil. L'autre soir, j'ai fait infini de tours supplémentaires avec mon deck Gunty, et je joue pas de tours supplémentaires dans Gunty. C'est la réalité de Sultai, t'as pas du bon, du moyen et du mauvais, t'as du bon, de l'excellent. Là où, généralement, la réanimation et la Grave Synergy, ça peut être la meilleure stratégie, dans le sens où dans le Sultai, jamais je n'ai senti à ce point que le Graveyard était ma seconde main. Ce qui va venir t'ouvrir la porte à des combos implacables, comme par exemple généralement dans Muldrota, où tu vas nourrir ton Graveyard jusqu'à pouvoir justement le cycle avec ton board, et ce de façon quasi infinie. Là où la mana elle-même ne sera plus un problème, parce qu'encore une fois, tu joues Sultai. Cependant, ça le rend au-dessus de bien des choses, mais ça ne le rend pas foncièrement meilleur. Magic est un jeu où les couleurs offrent des possibilités, mais la limite de ces possibilités est un flou sans nom. Objectivement, j'aurais toujours plus peur d'un deck Krenko qu'un deck CDC par exemple. Là où un joueur expérimenté pourra battre le deck Muldrota de son adversaire avec un Fire Song et Song Speaker. C'est pas une question de quelle couleur tu joues, mais une question de comment tu les joues. Alors à vous de me dire quelle est votre couleur préférée, pourquoi, et surtout rappelez-vous que la couleur d'un deck n'est qu'un des éléments parmi tant d'autres qui vous permettront de décrocher la victoire.